Bonjour à tous. Tac. Je vais vous parler de ma découverte du machine learning avec PHP, voir en fait globalement si c'est possible d'en faire déjà. Ça suit un peu une volonté de faire de la veille technologique en PHP, voir ce que je suis capable d'apprendre et découvrir peut-être de nouveaux métiers. À la base, je suis développeur PHP Symfony, très orienté web. J'avais vraiment pas de notion de statistiques, maths, etc. en dehors de ce qui se passait au lycée. Euh, donc voilà, on part un peu de loin et après des expérimentations en PHP, un peu de lecture, etc. Je- j'ai voulu faire une présentation en discutant avec Romain Moreau. Voilà. Donc on va partir de là et on va voir un peu ce qu'on est capable de faire en PHP. Donc le sommaire est très sommaire. On va d'abord voir ce que c'est le machine learning, rapidement expliquer les termes. Ensuite, voir ce qu'on peut faire en PHP, quelques petites démos et faire un petit bilan et les perspectives pour moi, mais également pour globalement tout le monde ici sur est-ce qu'on va vraiment intégrer ça dans nos projets ou pas, ou est-ce qu'on va s'amuser avec, faire un petit peu de s'amuser, enfin faire des petits self projects ou je ne sais quoi. Concernant le machine learning, on va voir ça comme étant le travail de modèles qui vont être élaborés à partir de données. C'est une forme de programmation qui va vraiment changer de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on va pas programmer des règles explicites, mais plutôt apprendre implicitement, induire implicitement, automatiquement des ensembles de règles à partir des données qu'on aura extraites. On va avoir un modèle qui va se construire et qui va, à partir des échantillons qu'on va appeler input pour un modèle, créer des prédictions, l'output. On va pouvoir donc prédire un ensemble de choses comme on le voit là sur le côté, qui vont être par exemple, je sais pas, si on veut prédire que le contenu d'email est un spam ou pas, si on a une transaction frauduleuse ou pas, le résultat d'un match. Dans le machine learning, il y a trois catégories, on va dire, globalement, à apprendre, à connaître. C'est l'apprentissage supervisé, non supervisé, et l'apprentissage par renforcement. Celui-ci, on va pas vraiment le voir ce soir parce que, pour être sincère, il n'y a pas vraiment de cadre d'utilisation en PHP, ou en tout cas de librairie qui permet d'utiliser. Donc j'ai pas pu vraiment apprendre à en faire. Mais c'est ce qui rentre en c'est ce qui rentre en compte quand on fait l'IA pour le jeu vidéo, etc. En tout cas, vous avez des exemples en bas. Après, pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, on va faire donc de la classification de données ou la régression. Classification de données, ce serait on va avoir un dataset, enfin, des échantillons d'images, on va construire un modèle et à la fin on va vouloir savoir classifier une nouvelle image qui rentre. Est-ce que c'est un chat ou un chien, par exemple. De l'autre côté, l'apprentissage non supervisé, c'est pour deux grandes catégories aussi, le clustering ou la réduction de dimensionnalité. Le clustering, c'est un cas qui est facile à envisager dans le web. On va faire par exemple de la segmentation de clients sur un e-commerce ou du marketing ciblé. Après, si on veut vraiment comprendre la différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé, c'est quand on va comprendre surtout par rapport au type de données qu'on va digérer. Il y en a qui vont être labellisés, généralement, enfin, labellisés, ça peut être manuellement, c'est, on va dire, mon échantillon, donc là, j'ai un CSV, chaque ligne, on va dire, là, euh, ça correspond à la catégorie A, et la ligne d'après, ça peut être la catégorie B, etc. On va pouvoir labelliser l'ensemble, et à la fin, on va construire un modèle qui va être capable de classifier des nouvelles données qu'on va lui présenter dans l'une des catégories qu'on aura déjà construites. De l'autre côté, on va digérer des données qui sont des échantillons bruts, donc non labellisés, non étiquetés. Il y a aussi du deep learning, qui est un sous-ensemble de machine learning, qui là va servir à traiter des grandes dimensionnalités de données, d'images, par exemple. Ça peut être un ensemble d'images si on veut traiter là-dessus sur ça. Donc comme c'est indiqué ici, de la reconnaissance d'image, ça rentre en compte quand on veut faire dans AlphaGo, l'autopilote de Tesla par exemple. C'est pas ce qu'on fera en PHP en tout cas, mais c'est ce qui existe.
Il faut savoir aussi que le machine learning, c'est en fait c'est des processus. C'est un peu comme quand on code d'habitude dans nos applications, il faut d'abord définir une problématique. Notre programme, à quoi va-t-il répondre? Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est comment on va rassembler nos données et les rassembler. Donc ça peut être fait soit avec des données, des requêtes SQL brutes, soit former des CSV, des JSON ou ce qu'on veut. Ça peut être fait de plein d'autres manières différentes. Il existe des outils pour ça qui nous permettent de pouvoir avoir de la donnée froide et qu'on peut après requêter en SQL par exemple. Voilà. Ensuite, il faudra les préparer. Donc les préparer, j'expliquerai un peu sur la slide d'après ce que ça veut dire. Sélectionner un algorithme, entraîner un modèle par rapport à cet algorithme ou cet ensemble d'algorithmes là, régler les paramètres du modèle, de l'algorithme, etc. Et on va itérer de 4 à 6 généralement, jusqu'à trouver un modèle final qui corresponde. Et on pourra le valider, le déployer et le maintenir comme un applicatif normal. Plus ou moins normal, mais l'idée est là. Donc pour expliquer les points 3 et 4 qui semblent les plus complexes à envisager, j'ai fait des slides pour expliquer rapidement. Donc on va avoir dans la préparation de données 3 sous-ensembles à connaître. Le nettoyage de données. Donc là on va pouvoir gérer les données manquantes. Comment? On peut se dire soit en utilisant des algorithmes qui sont capables de pouvoir les générer à partir de la médiane ou la moyenne des autres ensembles de données, supprimer ou manipuler les données parasites. Donc si on a extrait des lignes de facturation mais qu'on veut supprimer des lignes qui correspondent à des remboursements, ce genre de choses, qui n'ont pas d'intérêt pour faire la segmentation de clients, ça rentre dans ce cas-là. Transformer nos données, on va parfois vouloir les normaliser. Si on a par exemple des données qui sont dans des dimensionnalités vraiment très grandes, je sais pas si par exemple on a une colonne, une feature, on appellera ça comme ça, qui représente un âge, donc généralement on va dire de 0 à 99, mais à côté on a une valeur monétaire sur un compte bancaire de personnes très très riches, elles vont être sur des dimensions très très différentes. Donc il existe aussi des algorithmes qui sont capables de les remettre sur une même dimension. Et la réduction de données, ça va être pouvoir créer une feature particulière, donc une colonne si on veut, sous forme de CSV, enfin de tableau, qui va agréger d'autres données. Donc là, ça va être par exemple, ça va être lié à des connaissances métiers, par exemple. Si on veut faire de la vente immobilière dans un quartier particulier ou ce genre de choses et qu'on prédire le prix, dans ce cas-là, on va dire j'ai extrait je sais pas, le type de sol de ce bâtiment, le type de fenêtre de ce bâtiment, mais en fait, ce qui vraiment m'intéresse, c'est de savoir quel est le type d'architecture ou ce genre de choses. Et on peut déduire en créant un nouvel type de données, qui sera plus spécifique par rapport à tout ça. Donc voilà, on va avoir des données brutes qu'on va travailler, retravailler, etc., jusqu'à obtenir un dataset qui correspond vraiment à ce qu'on pourra traiter, ce qu'un modèle pourra traiter. Ensuite, ce modèle il sera constitué d'un ou plusieurs algorithmes. Au début, ça fait un peu peur parce qu'on a beaucoup, il y en a vraiment énormément. Et donc, comment on choisit? On a un peu de la chance parce que sur Internet, on a un peu de tout. On a surtout des explications là-dessus. Et sur le site de scikit-learn, on a une cheat sheet pour ça. Scikit-learn, c'est une librairie Python pour le machine learning. Donc, qui vont nous donner donc un point de départ par rapport à nos données et après savoir ce qu'on veut prédire ou pas. Donc, on va pouvoir tomber rapidement sur un algorithme qu'on pourra tester, qui correspondra à notre besoin. Bon, il est possible d'en avoir plusieurs et de pouvoir les tester et essayer de voir celui qui correspond mieux à notre dataset et qui pourra prédire au mieux. Voilà. Donc ceci c'était globalement par rapport à ce tableau-là les deux points un peu difficiles à envisager quand on commence. Après le reste, ça va s'enchaîner, on va chercher un peu sur Internet, on va comprendre comment ça se passe. Mais c'était un peu les deux points un peu compliqués à voir, surtout la partie sélection d'algorithmes, pour moi. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut faire en PHP, ce qui existe ou pas, ou ce qui n'existe pas. Il existe des librairies, heureusement, on a la chance, et ça c'est ce qui m'a surpris quand j'avais commencé à chercher, j'ai tombé sur PHPML, qui était la plus ancienne, elle doit avoir 3-4 ans, un peu plus. Je l'ai trouvé peu documenté, à comparaison avec l'autre. Un peu plus. Alors quand je dis lente à l'usage, ça va être difficile d'appréhender, trouver les bonnes classes, etc., de savoir comment elles s'utilisent. Et donc ça rejoint un peu l'autre point qui est une API un peu complexe.
À côté de ça, j'ai découvert Rubix ML autour du mois de février, qui était une librairie qui avait beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus d'algorithmes, beaucoup plus riche pour ça, avec beaucoup d'exemples pour débuter. Et en plus, petit bonus, elle a une partie de la librairie qui peut être compilée en C pour avoir de meilleures performances. Après, il y a des cas un peu plus simples, comme une librairie qui permet de faire de la régression linéaire, sous le nom de Prediction Builder, 19 Questions, qui est une sorte d'aquinateur qui fait de l'inférence bayésienne pour pouvoir, à partir de 19 questions auxquelles on va répondre, savoir ce à quoi on pense. Ensuite, il y a également d'autres librairies, mais là j'en ai noté une autre qui fait de la segmentation de texte en chinois, coréen et japonais, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir trouver les mots dans un texte par rapport à donc un corpus qu'il aura intégré, etc., et prédire des nouveaux textes, des nouvelles segmentations. Et on a plein d'autres, il y a des librairies qui sont un peu moins spécifiques au machine learning, ou en tout cas à la data science, comme MathPHP. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, mais qui connaissent cette librairie ici, mais c'est c'est une librairie aussi qui contient un ensemble de fonctions, de traitement mathématique, de calcul matriciel, vectoriel, etc. Petite parenthèse et petite animation des années 2000. PHPML, je le considère mort aujourd'hui parce que je sais pas si des personnes ont pu voir sur internet, mais il y a eu un takedown d'IMCA de la part de RubixML envers PHPML. Ce qui s'est passé, c'est que RubixML bougeait très vite, vraiment avançait très vite, et qu'à un moment, le développeur de PHPML a voulu récupérer du code sans en informer Andrew, donc le créateur de Rubix. Et donc ce dernier a découvert un peu le truc, a demandé à ce qu'il soit un peu crédité. Ils n'ont pas voulu se mettre en accord. Donc il y a une demande d'IMCA, donc c'est tout ce qui est droit de c'est les droits à la propriété intellectuelle aux États-Unis. Donc en fait, quand on fait cette demande-là, on peut passer par GitHub. GitHub peut supprimer un repository et donc rendre inaccessible tout le code, les issues, etc., les pull requests, peut-être une partie de la documentation, si elle est hébergée sur GitHub. Et c'est à peu près ce qui est arrivé donc à PHPML. Ça rend compliqué aujourd'hui l'utilisation. On peut toujours faire un composer require, on peut toujours l'utiliser si on l'avait déjà installé sur un projet, mais quand on va voir la suite de ce que je vais montrer, ça donne peut-être moins envie de l'utiliser finalement. Donc voilà, petite parenthèse que je referme. Donc si on montre un peu en termes de performance ce que ça vaut, donc là j'ai pris des slides d'une présentation qu'a fait Anju, donc Andrew Delpino, le créateur de RebXML. J'ai mis un petit lien, faire un link ici, j'ai mis aussi un lien en fin de présentation, si vous voulez vous y référer. C'est les hautes performances en PHP, il en parle, parce qu'il en a eu besoin pour sa librairie. C'est plutôt intéressant, il n'y a pas de présentation vidéo, mais ce serait intéressant à voir si vous avez du temps. En tout cas, là, il a fait un exemple de multiplication de matrice. En termes de vitesse, en secondes, combien de temps ça prend? Quand on regarde déjà la différence entre PHP et PHPML, RemixML, on voit une sacrée différence. Et donc on va un peu l'écarter pour pouvoir faire ce genre de choses. Et ce sur quoi on va se concentrer, c'est de se dire, mais en fait, tout à l'heure j'ai parlé du fait que RubixML pouvait compiler une partie en C, en extension C pour PHP. Et c'est là où on va être un peu surpris, c'est qu'on divise par 4 quasiment le temps de traitement. J'expliquerai un petit peu après, enfin juste la slide d'après comment il a compilé ça. Et comment ça fonctionne. Parce que là, on peut voir que le même code peut fonctionner avec RubixML avec son extension, mais on peut diviser par 4 le temps de process. Surtout qu'en machine learning, ça peut prendre énormément de temps, ça peut se compter en plusieurs heures. Et donc on veut minimiser un peu ce temps-là, le temps de retour, le temps de réponse de notre programme pour savoir si on a réussi ou pas. Donc j'ai retrouvé une source sur Reddit. Je fouillais un peu le subreddit PHP et je cherchais un peu est-ce que des personnes parlaient de machine learning. J'ai été tombé sur un truc qui parlait un peu de son outil qu'il avait créé en open source et qu'il avait open sourcé. Et il parlait donc voilà de son intérêt au niveau de la performance. Et là il parle de Tensor, qui est donc la partie qui fait les calculs matriciels et vectoriels. Il dit qu'en fait il l'avait créé avec Zephyr. Il a écrit avec Zephyr, en plus de l'avoir écrit avec PHP, pour le recompiler. Et donc avoir des augmentations de vitesse allant jusqu'à 80% en temps d'entraînement du modèle.
Zephyr, si vous ne connaissez pas, ça a été créé par ceux qui font un Falcon Framework, un framework de web, qui est pareil, compilé en C, la base est écrite en C, pour attirer plus de monde sur leur outil. Ils ont réécrit leur framework avec Zephyr, un nouveau langage qu'ils ont créé pour ça, qui est très proche en termes de syntaxe de PHP. Donc, à partir de ça, on voit vraiment son intérêt, surtout que ça peut vraiment avoir l'intérêt sur des datasets très larges d'images, comme Cipherten, qui est un dataset qui contient donc 10 classes d'images, des avions, des chiens, ce genre de choses, et qui permettent de faire la reconnaissance d'objets. L'idée, c'est d'entraîner un modèle sur ce dataset, c'est un petit peu un cas d'école aussi. Et alors sur ce cas-là, on va pas diviser par deux, mais presque, le temps d'entraînement du modèle. Pour aller plus loin, vraiment son ambition, c'est de pouvoir utiliser l'optimisation CPU et GPU pour pouvoir atteindre des performances proches de NumPy. Car en effet, aujourd'hui, on n'y est pas vraiment encore. Mais voilà, c'est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir après, c'est pourquoi on n'en est pas encore là. C'est parce que déjà, c'est très jeune et qu'on n'a pas encore de version stable de la librairie. Ça utilise derrière aussi Parallel, une librairie asynchrone d'ailleurs. C'est pour en parler encore de la performance, donc ça permet d'avoir du code non bloquant, etc. Quasiment toute la partie, tout le RubyXML et les librairies autour sont asynchrones et utilisent après des sous-paquets, des sous-frameworks pour ça. Donc la librairie existe depuis 2018, donc là ça va faire 2 ans, mais en fait elle est en release candidate et là on a la 4e, à un moment où on fait la présentation. La première a été sortie le 29 février 2020, à peu près au moment où j'ai découvert la librairie. Mais lui, il l'utilise déjà en production pour un projet professionnel avec un client. De ce qu'il dit de ce qu'il a expliqué sur Reddit en tout cas. Voilà. Donc c'est à partir de toutes ces informations que je me suis concentré plutôt sur RubyXML et qu'on va le découvrir. On va voir comment c'est vraiment construit à l'intérieur. Donc déjà son architecture. Donc quand on va sur le site de RubyXML, on va pouvoir décortiquer un peu comment il explique tout ça. Et on a une architecture de système qui montre quelque chose de plutôt modulaire. Donc on va avoir les datasets qui représentent, on parle de DataFrame je crois en Python avec Panda. Là on va appeler ça ça s'appelle un dataset, donc ils vont être labellisés ou non labellisés pour faire référence aux apprentissages supervisés ou non supervisés, avec les types de données labellisés ou pas, sur lesquels on peut appliquer des transformers. C'est ceux-ci qui vont permettre de pouvoir un peu corriger nos données, pour les transformer et les rendre prêts pour notre modèle, nos algorithmes. Donc ce qu'on va avoir en dessous, c'est les estimateurs et méta-estimateurs qui vont implémenter. Donc ici, ce sont des interfaces pour ces cas-là. Donc selon les interfaces qui vont implémenter, on va avoir des possibilités dessus on va pouvoir avoir sortir des probabilités de résultats. Online, ça veut dire qu'on va pouvoir, même si on a entraîné une première fois notre modèle, pouvoir entraîner partiellement avec de nouvelles données qui vont rentrer dans le temps. Et, etc. Par exemple, persistable, ça peut être si on veut persister sur notre disque sur le file system, quoi, ou dans Redis, ou ce genre de choses. Voilà. Après, derrière, ce sont des interfaces, on peut implémenter de différentes manières, simplement. Et après, voilà, on va redécouper nos algorithmes selon et qu'on pourra utiliser pour les cas particuliers d'apprentissage supervisé ou non supervisé. Donc ça répond à peu près à notre besoin de ce qu'on avait vu sur le premier schéma. Enfin, en tout cas, ça permet de faire à peu près tout ce qu'on a vu sur le schéma, le premier schéma qui est ce qu'on retrouve un peu en Python, ce genre de choses. Donc vraiment, ça a l'air plutôt complet dans ce qu'on peut faire. Voilà. En termes de code, un exemple très simple, ça va être le suivant. On va pouvoir donc avoir nos échantillons de données. Là, on va avoir une matrice plutôt simple de données, donc un tableau à double dimension, avec des données qui vont être juste des entiers. On va pas trop s'embêter en termes de structure de données. On va voir ça comme une sorte de vecteur 2, on va dire, qui vont être chaque échantillon va être labellisé. Donc il y a 6 labels pour 6 échantillons. On va créer nos datasets à partir des implémentations de datasets qui sont labeled ou unlabeled. Donc ici on l'a labellisé.
On va choisir notre estimateur, un algorithme. Ça peut être un simple algorithme, comme dans ce cas-là. Donc les cas voisins les plus proches. Et on va entraîner notre algorithme, notre estimateur, pour obtenir notre modèle et prédire une nouvelle donnée qu'on n'a pas labellisée, parce qu'on ne connaît pas son label. Donc là, comme on voit, on va pouvoir, c'est un ensemble d'échantillons, donc on va là qui va contenir qu'un seul. On peut voir ça dans notre tête comme les cas voisins les plus proches, comme étant la possibilité de chercher sur un repère en temps normé, quels sont les voisins les plus proches. On peut s'imaginer ça comme ça et trouver donc la classe la plus proche. C'est vraiment quelque chose de bateau, mais ça permet de voir après comment ça fonctionne. Normalement, j'ai un exemple pour ça. Où, si on reprend le même code, donc ensemble, notre démo très simple ici, donc on va avoir nos échantillons, notre label, etc. Bon là je peux pas vous demander à haute voix, mais dans l'idée, on va avoir un résultat qui sera B pour notre échantillon 1. On aurait pu le prévoir, mais voilà. Parce que nos données étaient plus proches des données étiquetées B. Derrière, l'algorithme est très simple. Quand on va rentrer notre modèle dessous, en fait, tout ce qu'il va construire, c'est des tableaux. Il n'y aura rien de plus. Il n'y a pas de magie spécifique. On peut fouiller le code. Donc après, si vous avez envie de vous amuser à fouiller le code, etc., vous pouvez le faire. Mais c'est très simple à lire, à débugger, donc Xdebug, VardMP ou ce que vous voulez. Ça marche bien. Et si vous voulez comprendre comment ça fonctionne derrière, c'est plutôt évident pour un cas très simple comme celui-ci. Là où ce sera plus compliqué, c'est qu'on va faire un peu plus on va dire quelque chose qui se rapproche du deep learning, où là, ça sera un peu comme une boîte noire. Donc là, on pourra un peu moins facilement débugger notre code. Donc, après, là, c'est un exemple très simple, mais ce qui est bien, c'est que sur la doc, il nous présente d'autres exemples très proches de ça, avec des datasets qu'on connaît comme étant des cas d'école, comme celui de l'iris. Donc là, on doit classifier des nouveaux types d'iris qu'on ne connaît pas, grâce à leur longueur et leur largeur de sépales et de pétales, dans 3 classes différentes, pour faire de l'apprentissage supervisé. Pour le non supervisé, ici on a la clusterisation de couleurs. Donc on va générer un ensemble de blobs qui vont être en gros nos couleurs RGB. On va en générer 5000, c'est la démo, et après essayer de créer des clusters et de voir si le modèle arrive à bien les répartir, etc. Donc on va pouvoir avoir des statistiques sur notre modèle. Parce que RubixML implémente aussi des classes qui permettent de faire de la statistique sur nos modèles. Donc, ça aussi, on pourra revenir juste après au niveau des démos, un peu de ces démos-là, les réutiliser. Pour aller plus loin, il y en a même d'autres qui vont aller sur des cas plus proches de ce qu'on va retrouver pas en production, mais quasiment. Donc là, en allant chercher un dataset qui est disponible sur Kaggle, qui est un site qui permet de faire on retrouve plein de compétitions où les gens peuvent justement télécharger des datasets, donc des CSV, ce genre de choses, et créer leur propre modèle et les proposer sur la communauté, etc. Et un peu affronter leurs différentes visions des choses pour obtenir. Voilà, après, c'est plutôt intéressant et ça permet même de pouvoir s'entraîner avec des cas très simples, ou même regarder ce que les gens ont fait en Python ou dans d'autres langages pour essayer de le reproduire. Là, on va pouvoir prédire un résultat d'un match 2-2 ou l'analyse de sentiments d'un texte dans des reviews de films, ou ce genre de choses. Ce cas-là, on pourra le voir même, je vais le montrer juste après, une façon un peu plus interactive, qui est la reconnaissance de chiffres dessinés manuellement. Voilà. Donc après, la librairie, si on descend un peu plus bas sur le site, on va voir ceci en fait. On va voir l'écosystème avec 2 autres librairies qui sont Server et Tensor. Parce que là, en fait, ce que je vous présentais, c'est un peu ce qu'on voit sur le site. Donc Server, c'est comment exposer son modèle en production de façon via service REST ou RPC. Et c'est utilisé sous le capot React.php, un framework non bloquant, etc. également, pour faire qui fonctionne très bien pour du web. Et on a également la librairie Tensor, toujours inclus avec RubixML, qui elle fait les calculs matriciels vectoriels. On peut la télécharger via Composer Require, mais on peut également la télécharger pour la compiler
et l'ajouter en extension PHP à notre version de PHP en local. Comme je l'ai indiqué derrière, c'est utiliser Zephyr pour pouvoir justement faire ça. Sur le code source, sur GitHub, on retrouvera le code en PHP, mais également le code en Zephyr. Sur la documentation, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est des exemples, comme par exemple faire de la déduction de données. À chaque fois, on va avoir des blocs de données comme ça, avec, dans ce cas-là, faire de la déduction de données, une explication sur à quel besoin ça répond, les différents transformers, et sur quel type de données ça peut s'appliquer, continu ou catégorique. Continu, c'est des données qui sont généralement flottants ou entiers, qui peut représenter donc des valeurs numériques, température, ce genre de choses. Catégorique, c'est plus des chaînes de caractères dans ce cas-là. Ça peut être des entiers, mais si on compare par exemple les quarantenaires ou les cinquantenaires, ce genre de choses, mais pour la librairie, il faut bien l'indiquer sous forme de chaîne de caractères, de nombre sous forme de chaîne de caractères, pour qu'ils comprennent que c'est une valeur catégorique. Dans ce cas-là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe donc dans la librairie 3 implémentations d'algorithmes pour pouvoir déduire des données qui pourraient être manquantes dans notre librairie. Donc des valeurs de température, ce genre de choses. Si on a un dataset qui comprend des températures, mais on aurait pu avoir extrait des données avec certaines colonnes manquantes, certaines lignes avec des colonnes manquantes. Et donc on peut toujours vraiment enrichir notre dataset, même s'il est plutôt pauvre au début, ou qu'il est un peu qu'il n'est pas complet avec ce genre d'algorithme. Un exemple, alors ça je peux pas vous montrer directement pendant la présentation, le faire tourner. C'est là c'est un cas où on va avec CFRTen, donc le projet qui permet de faire à partir d'un dataset d'images, créer un modèle qui est capable de déduire, enfin de prédire à quelle catégorie une nouvelle image fera partie, avion, ce genre de choses. Alors là c'est sur un Windows que je l'avais testé sans extension, etc. Ça m'a pris quasiment 24 heures pour faire tourner tout le modèle. Donc on appliquait tous les transformers comme on le voit. Pour transformer les images, à chaque fois voilà, on recesse l'image, on la vectorise pour finalement ne plus avoir une ressource, mais avoir une matrice, ce qui est plus simple à traiter pour un algorithme. Et on va avoir on va itérer plusieurs fois. La machine en tout cas va itérer plusieurs fois jusqu'à tomber sur l'itération qui a les meilleurs paramètres, qui nous donne le meilleur score. On va pouvoir à la fin sauvegarder ce modèle. Au niveau là c'est une sauvegarde file system. Donc on va avoir un fichier sérialisé PHP et on en discutera après d'ailleurs des inconvénients de cette approche. Le même cas avec extension. On a mis à peu près 9 heures, un peu moins d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc c'est quasiment divisé par 4 pour le même code, mais d'ailleurs on se rend compte que par rapport à cet exemple-là, il y a eu plus d'époques d'époques. Il y en a un peu plus. Alors ça va totalement totalement dépendre des paramètres qu'on va passer en entrée. Ça peut changer d'une fois à l'autre aussi selon la machine. Là j'étais sur un Mac, etc. Le calcul peut être appliqué de la même façon. Sur un autre dataset, on peut voir que ça peut prendre, donc là c'est avec un exemple avec une extension, ça peut prendre un peu moins de temps quand même. On va pas tout le temps être sur des ordres de grandeur de 9 heures, 24 heures pour faire tourner créer un modèle. Donc là on est plutôt sur du 3 heures. Alors ma machine s'était mise en veille, donc je l'ai redémarré le matin. Voilà. Dans l'idée on était sur du 3 heures pour entraîner un modèle qui est capable d'analyser le sentiment sur de texte de review de film, donc c'était l'exemple qu'on a vu dans la doc. Voilà. Maintenant, on va faire un peu des démos, on va dire, direct de ce qu'on peut faire, donc sur des trucs qui sont un peu plus courts. Donc, on va commencer par le cas des iris. Donc, là, on a donc j'ai récupéré le repo. Ce que j'ai voulu regarder rapidement, c'était de me dire, bon, bah, ok, d'accord, comment il est construit. En fait, il ressemble énormément au premier que j'ai vu, qu'on a montré, c'est-à-dire, à part le fait qu'il charge un fichier, donc ici un JSON, donc un JSON avec un rotorling qui délimite c'est un fichier qui délimite chaque JSON avec un rotorling. Dans l'idée là, ce qu'on va voir, c'est qu'il va charger un JSON. Pour tester les données, pour tester notre modèle, ce qui est simplement fait dans ce cas-là, c'est qu'on va prendre 10 échantillons sur nos échantillons globaux, sur notre dataset de base. Donc on va randomiser nos données et en prendre 10.
Donc il va nous en rester, je crois qu'il y en a 50 de base. Et après on va récupérer le CanaryS Neighbors. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. 5 étant le paramètre de base, mais on peut toujours en définir un nouveau. Entraîner d'autres modèles par rapport à ça. Prédire avec nos données de test qu'on a extrait au début. Et ensuite, on a les classes de type Matrix, comme Accuracy, qui va nous dire est-ce que notre prédiction, à quel point elles sont précises en fait. Voilà. Donc là, on va le mettre en l'affichant en pourcentage. Et donc, si on utilise ça, on va voir que, donc, en affichant donc, ici les trois premières prédictions sur les 10, et en montrant l'accuracy, sur un algorithme aussi simple que Canary Neighbors, on va avoir une accuracy de 100%. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que il va nous expliquer la démarche pour tout ça dans son README. Donc c'était plutôt pratique pour apprendre. Donc il va nous expliquer déjà ce que c'est une sépale et une pétale, un pétale et un sépale. Donc comme vous pouvez le voir ici. Nous expliquer ce qu'est un DGZAN, mais c'est pas très important. Et à chaque fois, nous permettre d'explorer la librairie. Donc là, on peut voir qu'on va pouvoir apprendre qu'il existe des fonctions randomize et tech, qu'on a des apprentis, des classifieurs comme celui-ci. Nous expliquer un peu le principe de hyperparamètres, donc qui sont globaux à tous les langages, à tous les principes du machine learning. Et pas à pas, nous amener à comprendre un peu comment ce chain.php va fonctionner. Et on va avoir des visuels pour remarquer ça. Et après, à chaque fois, c'est nous ramener à la doc. Donc ça, c'est vraiment super, c'est vraiment plutôt pratique. Parce que à la fin, en plus, on pourra... Oups, excusez-moi. On pourra même aller plus loin en testant d'autres algorithmes de calcul de distance. Donc c'est très simple. On n'a pas beaucoup de code à lire et on peut comprendre rapidement comment l'appliquer. De la même façon, dans le cas des couleurs, donc la segmentation de la clusterisation, on va générer des couleurs à partir de nos couleurs RGB, en générer 5000, prendre 20% pour les tests, 80% pour l'entraînement du modèle, choisir un algorithme, et ça va fonctionner toujours de la même façon. C'est plutôt simple à voir. Et derrière, on va avoir l'homogénéité de nos clusters. Donc, grâce à une autre classe qui est de type métrique, qui est homogénéité. Ceci sont des cas très simples qu'on peut juste git clone ou lancer sur sa machine, composer install, et ça va marcher. Avec ou sans extension, on va pouvoir l'utiliser. Donc ces deux cas sont plutôt très simples. Alors, si vous voulez, je peux vous lancer le cas des couleurs pour voir un peu ce que ça fait, mais c'est pas super intéressant. Donc là, on va avoir notre modèle notre learner qui va justement se lancer, passer les différentes étapes, jusqu'à trouver l'époque qui correspond au mieux, et on va avoir des clusters homogènes à 94%. Si on le relance plusieurs fois, on aura normalement le même score, plus ou moins, parce qu'on n'a pas changé les paramètres. Il n'y a pas énormément de magie, mais les scores seront toujours très proches. Donc c'est là où justement il faut essayer d'essayer des nouveaux apprentis, changer les paramètres d'entrée, les hyperparameters, et jusqu'à tomber sur notre algorithme qui a le meilleur score. Et après, là, c'est un autre dataset, pareil, dans la documentation, où là, on va avoir des features qui sont 54 questions, pour savoir si vous allez divorcer ou non en répondant donc, à ces 54 questions. On a un dataset qui est pas très grand, mais qui suffit amplement pour notre cas. Donc c'est 171 échantillons qui vont être entraînés. Et derrière, en fait, ce qui est plutôt intéressant à voir, c'est que sur ce cas-là, même avec peu d'échantillons, la précision reste à 100% au niveau des prédictions. Alors après, ce qui serait intéressant, ce serait de voir avec des échantillons qui ne sont pas ici, avec des réponses qu'on aurait obtenues ailleurs, voir si ça marche aussi.
Normalement, ça devrait fonctionner de la même façon. Pourquoi? Parce que les données de test, le modèle ne les connaît pas de base. Il les a jamais vues. Au moment où il va prédire, et même si on relance plusieurs fois le script, hein, il y a rien qui est gardé en mémoire, et il ne les connaît pas, donc ça reste toujours, c'est toujours neuf pour lui. Donc on peut quasiment être sûr que nos données de test sont fiables. Sauf si elles sont très proches de nos données d'entraînement. Et c'est là où il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut essayer de varier aussi nos données, etc. Et donc ça fait partie de notre travail de data scientist, quelque chose que je maîtrise pas. Voilà. Donc une démo un peu plus visuelle serait celle de... Alors, de la même façon, je sais pas si vous allez voir. Yes, c'est très bien. Serait en fait d'avoir pris l'exemple alors MNIST, donc qui a un dataset qui contient 10 classes de 0 à 9 de chiffres dessinés à la main. Ce sont à chaque fois des fichiers PNG. On a appris un modèle à reconnaître ce que c'était, à pouvoir prédire justement à quelle classe fait référence une nouvelle image qu'on va lui passer. Dans ce cas-là, ce que j'ai simplement fait, j'ai pris un canvas JS et j'ai posté sur une API faite rapidement à la main avec le modèle, sur laquelle je vais simplement retourner les probabilités et la prédiction pour ce que j'ai dessiné. Donc si je dessine un 3, ça devrait me retourner un 3. Voilà, c'est plutôt simple. À chaque fois, on va avoir les probabilités pour les différentes classes. Et donc là, je me suis rendu compte que j'ai un problème de score. Donc là, il faudrait que je regarde pourquoi ça marche pas. Donc allez à du direct. Mais normalement, ça devrait marcher à peu près à tous les coups. Je dessine un 8 à peu près à l'arrache, ça marche. Il va me retourner à chaque fois les bonnes prédictions. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les données entraînées, il pourra retourner à peu près n'importe quoi. Et donc voilà, si je commence, enfin, si les données sont, comment dire, correspondent pas à ce à quoi il a appris, etc., il va essayer de se rapprocher au plus près de ce qu'il a vu par rapport au type de courbe, etc. Donc en termes de pixels, hein, bien sûr. Et donc là, en faisant ça juste autour d'un 8, notre modèle est perdu et croit avoir un 2 et non plus un 8. Pour voir à peu près au niveau de comment ça fonctionne, en termes de code, pour l'API, on peut extraire le fichier .modèle qu'on a sorti, donc .modèle ou .ce qu'on veut, hein, en fait, c'est du code sérialisé qu'on aura loadé ici. Alors l'OB start OB clean, je l'ai dû le mettre parce qu'en fait j'avais appris ce modèle en sérialisant le logger. Donc ça m'empêchait d'avoir un JSON propre à l'extérieur, mais voilà, l'idée c'était de montrer un truc un peu bateau en lançant juste un fichier. Je charge le modèle, qui est un modèle de type persistant, et ensuite derrière j'obtiens juste des prédictions ou des probabilités, selon la méthode que j'appelle. Donc derrière on peut très bien utiliser notre modèle pour prédire en live via une API une donnée qu'on aura passée. Donc là, ça peut être une image, ça pourrait être un chiffre, ce que vous voulez, des textes, donc prédire le sentiment sur un texte, ce genre de choses. Donc là, on voit la version mergée. La différence par rapport à la version qu'on voit ici, c'est que les couleurs sont inversées. Parce qu'au début, j'avais fait la bêtise, donc ça fait partie aussi de l'étape d'apprentissage, c'est que j'avais construit ça comme ça, enfin j'avais utilisé ça comme ça, en envoyant une image dessinée en noir sur blanc, sachant que le modèle avait appris des images en blanc sur noir. À chaque fois, il me retournait 5, ça n'avait pas de sens. Et là où je me suis rendu compte de ma bêtise, c'est qu'en fait, oui, il faut se rapprocher, etc., de ce avec quoi il a appris. Donc, toujours garder les mêmes tailles, 28 par 28. Toujours garder le même type de données. Donc là, du blanc sur noir, ce qu'il faut lui passer. C'est pour ça qu'après, en PHP, j'inverse les couleurs et faire cet traitement. Alors après, parfois, j'ai des prédictions qui sont pas justes, donc ça peut venir aussi de mes images qui sont pas totalement avec qu'il y a peut-être des nuances de gris au milieu, donc ça aussi c'est des trucs que je vais regarder. Peut-être que ça vient de là, hein, donc voilà, sur certains cas de prédiction. Parce que je sais que si je dessine parfois des 7, selon la façon dont je vais dessiner, il va me retourner 3 ou 7. Voilà. Et donc on peut voir parce qu'il y a des nuances de gris à vérifier. Donc même si notre modèle fonctionne, même s'il a été testé et validé, selon les données qu'on va lui passer en live à la fin, il peut pas vraiment bien fonctionner. Donc après, c'est pour ça que aussi nos échantillons de base sont très importants pour pouvoir entraîner nos modèles au plus juste. Sinon, il faut juste bien renettoyer nos données avant d'y passer au modèle.
Donc voilà, en termes de un peu de ce qu'on peut faire avec, en interactif, en utilisant les démos de base. Quelque chose aussi que j'ai essayé de faire là dernièrement, c'était d'apprendre à utiliser un, alors, un modèle, à utiliser un dataset qui est un dataset de segmentation client, en copiant un peu ce qui se passe. Donc si une personne a voulu submit là sur Kaggle en Python, et voir un peu ce que pouvait faire PHP. Et là où je me suis rendu compte qu'on avait un peu des limites et j'ai dû revenir sur du Python, c'était pour les librairies comme la librairie d'apprentissage de traitement naturel du langage. Donc on a NLTK en Natural Language Toolkit en Python, ce qui n'existe pas vraiment en PHP. Et donc dès le moment où on veut, par exemple, faire des clusters de texte avec ces données-là, donc des descriptions de produits, on se mord un peu la queue et on est obligé d'extraire nos données qu'on a commencé à traiter en PHP, les retraiter en Python pour pouvoir avoir nos clusters, essayer d'exporter ça pour pouvoir les avoir de nouveau disponibles en PHP si on veut continuer. Et donc c'est sur ça je me suis rendu compte qu'on bloquait un petit peu côté PHP. Alors ce que je voulais récupérer, c'était peut-être ça. Yes. Donc voilà, de ce que j'ai pu tester. Après, en termes de documentation, on s'y retrouve aussi. Ça pourrait être intéressant de voir rapidement ce que la documentation nous propose. Si je retrouve les différents la page, je sais pas si je l'ai. Ouais. Hop. Donc si je retourne sur ici. Alors si on va sur leur site, on va revoir à peu près ce que je vous ai montré. Donc un exemple très simple avec un CSV qu'on va charger, splitter les données pour pouvoir les tester. Nos différents projets démo Spotlight, un peu pour voir comment ça fonctionne. Une live démo, pareil, avec une API derrière. On pourrait écrire. Et là, bon, c'est débile, mais voilà, il va savoir que c'est plutôt bon. Et voilà, même il est à 50% sûr que c'est positif. Voilà, il est plutôt correct. Voilà, c'est une démo un peu pour montrer en live. Et pareil, on va voir nos schémas, le serveur, notre écosystème. Et surtout après la doc. Et sur cette documentation, on va pouvoir apprendre aussi par étapes ce que c'est le machine learning, à représenter nos données, extraire, etc. Et il va un peu nous accompagner dans l'utilisation de la librairie, dans notre apprentissage, à choisir l'estimateur, tout ça. Pour pouvoir justement répondre au mieux à notre besoin métier. Donc il y a énormément de choses à voir, beaucoup d'algorithmes, c'est super impressionnant. Il en a une cinquantaine, je crois, qu'il a déjà implémenté seul. Il y a des pull requests qui sont en cours. Donc voilà, c'est encore en work in progress, on a encore un release candidate. C'est pas tout à fait c'est pas tout à fait prêt pour de la prod. Donc maintenant, c'est surtout savoir est-ce que j'en ai besoin. Moi personnellement, je dirais non, justement, j'avais pas besoin de production, j'avais jamais eu besoin d'utiliser le machine learning, c'était vraiment pour la veille. Je voulais comprendre les problématiques, les termes du machine learning, pouvoir justement me débrouiller un jour si je vois quelque chose ou je comprends un article. Là, c'est vraiment pour la culture. Après, si par exemple vous avez des besoins spécifiques comme faire du NLP, donc traitement naturel du langage, la compréhension naturelle du langage, pourquoi pas se tourner vers un SaaS, un PaaS ou ce que vous voulez, ça existe déjà. Alors ou sinon des librairies, comme on a pu voir qu'en Python, il y a énormément de librairies qui existent, une énorme communauté. Il existe par exemple Panda ou la librairie de traitement NLTK, comme j'en ai parlé juste avant. Et il faut savoir surtout être pragmatique. Comme je l'ai dit à un moment, plutôt que de me battre avec PHP, pouvoir trouver quelque chose qui permette de faire des clusterisations de texte. J'ai préféré me retourner vers Python, utiliser les librairies qui existent déjà, transformer mes données, les ressortir en CSV ou je sais pas trop quoi, et les redonner, les rendre disponibles en PHP. PHP encore très lent sur certains cas, comme les traitements de tableaux. Alors il y a des initiatives comme une librairie qui s'appelle PHP SCI-C Array,
permet d'utiliser donc permet d'utiliser une nouvelle structure de données pour les tableaux, comme celle-ci. Et elle permet même d'intégrer l'amélioration, les performances qu'on pourrait avoir en utilisant le GPU. Vous pouvez la compiler sur votre machine si vous avez envie de tester. Je l'ai pas essayé, mais voilà, c'est un cas qui pourrait améliorer les performances, en tout cas en PHP. Donc là, c'était à peu près ce que j'en ai vu. Après, même, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin dans le cas où ça exporte du PHP sérialisé? Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant aujourd'hui? On est en RC4. Une fois que ça passera peut-être en RC5, la classe n'aura peut-être plus le même namespace. Donc, il faudra que je refasse mon modèle, enfin, que je reconstruise mon modèle, etc. Je sais qu'en tout cas, pour le cas du MNIST, donc là où j'ai dessiné les chiffres, je l'avais fait avec la RC2. En RC4, ça marchait plus. Donc plutôt que de refaire mon modèle, j'étais resté en RC2. J'avais fixé ma dépendance pour la démo. Mais voilà, aujourd'hui, on rentre dans des cas un peu complexes où la librairie n'est pas très stable. Donc elle est vraiment là pour apprendre aujourd'hui le machine learning en restant dans notre confort de PHP. Pour aller plus loin, ce que j'ai voulu voir, c'était surtout l'interopérabilité avec les autres langages. On en parlait donc justement entre Python et PHP ou même des outils en ligne. Donc là, j'ai vu une issue sur sa librairie, donc il en parle, c'est d'utiliser le format Open Neural Network Exchange, qui est un format qui permettrait de travailler localement avec PHP pour exposer notre modèle sur du Google Cloud Platform ou ce genre de choses, ou d'autres outils qui permettent d'avoir des performances, des meilleures performances en production. Si on doit traiter énormément de données en live qu'on doit prédire, ça nous permettrait de faire ça. En tout cas, c'est en réflexion, mais il n'y a pas du tout de compatibilité avec Python ou d'autres langages, R ou je ne sais quoi, ou Java, en termes de modèles qui sont envisagés de sa part. Et en tout cas, et même, est-ce que c'est intéressant de le faire? Je ne sais pas. Après, ce que j'ai fait, moi, pour apprendre, curieusement, je me suis pas tourné à la base vers du PHP pour apprendre. J'avais commencé à lire quelques livres qui sont Data Science from Scratch, qui nous permettent de partir donc des bases de mathématiques, etc., de comprendre ce que c'est, de revoir notre base de statistiques, de probabilité ou ce genre de choses, pouvoir les réimplémenter en Python en écrivant notre code à la main, et donc de pouvoir voir après derrière comment les librairies fonctionnent. Le second nous permet d'utiliser une approche TDD, parce que un des reproches qui est fait aux pratiquants du machine learning, c'est de faire du jeu de table généralement. Et donc ce livre nous permet de justement avoir un peu d'appréhender le machine learning avec une approche TDD tout au long du fascicle, enfin de notre apprentissage. C'est intéressant parce que ces deux livres, on peut les trouver en dématérialisé. Donc en finance, c'était plutôt pratique, mais également en physique, si vous êtes plutôt intéressé par ça. Donc voilà. Après, comme je l'ai montré, la doc aussi est super intéressante pour apprendre les bases, elle nous permet vraiment de comprendre ce qu'est un algorithme, un estimateur, comment préparer nos données, etc. Elle va vraiment nous former à ça. Et ensuite, si vous voulez retrouver la présentation donc directement avec le lien Google de la présentation de Andrew, c'est ici, donc c'est PHP à haute performance, donc l'auteur de RubixML qui en parle, et qu'est-ce qui est envisagé, qui sont envisageables, et on en a aujourd'hui aussi déjà de base. Donc c'est super intéressant à voir. J'ai pas trouvé de vidéo pour ça, c'est dommage. Mais voilà, il fait un énorme travail de son côté. Et on voit qu'il y a des nouveaux utilisateurs, à part des utilisateurs web, qui commencent à utiliser PHP pour des cas très spécifiques. Donc j'espère pouvoir répondre à certaines questions, pouvoir discuter avec vous sur ces points-là. Donc je suis plutôt novice, ça a permis un peu de découvrir un nouveau monde. Voilà. Merci en tout cas. Méga intéressant. Du coup, c'est le moment, effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, lâchez-vous, c'est la dernière. C'est compliqué. C'est le dernier meeting de la saison, lâchez-vous. C'était super intéressant. Pareil, comme je disais, novice
on en a déjà parlé quelques fois, mais très très novice, donc part d'assez loin pour voir est-ce qu'aujourd'hui ça a une réelle possibilité de concurrencer. Bon, forcément, comme tu le disais, ça en est qu'au début, une version stable, donc c'est bien pour de l'apprentissage, mais ça a de l'avenir. En tout cas, ça permettra peut-être de faire quelque chose en restant dans ce domaine-là sans avoir à intégrer d'autres langages. Mais il faudra atteindre les mêmes perfs que les autres langages à un moment donné. C'est ça, c'est là où on en est, c'est de savoir ce que c'est vraiment intéressant. Après, ça reste toujours un processus long. Juste clusteriser 600 000 enfin, je sais plus combien il y a de produits, mais là, dans le cas de segmentation de clients, j'avais 600 000 entrées dans un CSV. On veut clusteriser ça, même en Python. On veut créer des groupes de produits, savoir quels sont les groupes, etc. Parmi tout ça, ça prend plusieurs minutes juste à faire ça, même en Python, ça prend 3 minutes quand même. Ouais. Enfin, pas super long, mais ça reste quand même 3 minutes à attendre devant sa machine. Si on a les bonnes données, et Ouais. chaque fois, c'est pas comme sur du web, on peut faire F5 mais qu'on a fini. Et en plus, l'étape de développement, de test et d'apprentissage se fait avec des performances qui seraient pas du tout les mêmes en prod. En plus. Après, il y a des personnes qui sont peut-être qui connaissent un peu plus. Je sais pas si Steph. Parmi ceux et celles qui sont présents, là, qui a déjà fait du machine learning et qui, du coup, a déjà essayé de le faire avec PHP? Ok, a priori personne, donc c'est vraiment un précurseur, Dylan. Je suis pas un précurseur. En vrai, s'il y a des personnes qui font des librairies. Tu nous as ouvert la porte, au PHP Toulouse. Oui, en tout cas, voilà, c'est en cours. Donc là, il y a déjà 14 repositories sur sa librairie. Donc à retenir aussi que du coup PHP ML, c'est du copier-coller de RubyXML et Pas vraiment, mais ça devenait un copier-coller. Enfin, ça devenait pas un copier-coller, mais il y avait une mauvaise, oui. mauvaise communication entre eux et c'était vraiment. La moindre chose aurait été effectivement de créditer RubyXML sur ce qu'il avait fait. Il n'a pas voulu le faire, donc il l'a payé, tant pis pour lui. Exactement. Voilà. Si tu veux quelqu'un d'autre a une autre question? Ok, a priori non. Tranquille sur les réponses aujourd'hui. Merci Dylan, du coup. Ouais, merci. De rien.